Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et ce soir, je recevrai notamment Marc Doyer, le représentant, le porte-parole de Verity France, une association qui défend justement les droits des personnes qui sont victimes d'accidents vaccinaux qui ont eu lieu pendant la période Covid. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place au JT et il y figure aussi. Nous sommes le jeudi 4 janvier 2024 et notez que l'audience de monsieur Thierry Lambert prévue ce matin est reportée au 8 janvier prochain. Son avocate étant actuellement hors du territoire, le tribunal a statué en faveur d'un renvoi. La profession engagée par ses ex-locataires, monsieur Melon et madame Muguet, vise à leur permettre de récupérer une partie de leurs effets personnels restés dans le logement à Lamentin. Le délibéré sera rendu le 9 janvier à 14h. Et maintenant, je reçois Marc Doyer, porte-parole de Verity France. Bonsoir, monsieur Doyer. Bonsoir, merci de m'accueillir. Vous êtes actuellement de passage ici en Guadeloupe, plutôt à titre personnel, mais vous avez une bataille effectivement que vous avez engagée il y a plus de 2 ans de cela par rapport au décès de votre femme, Morissette, qui, 15 jours après sa vaccination, a développé visiblement une maladie à prion, à savoir la maladie de Creutzfeldt-Jakob, plus communément appelée la maladie de la vache folle. Vous êtes entré en bataille, on peut le dire, contre le gouvernement. Plainte a été déposée contre Olivier Véran. On fera un point complet sur toutes les actions que vous avez menées à 19h. Mais pour l'instant, vous avez une nouvelle hier. Quelle est-elle ? Écoutez, alors déjà tout d'abord, je voulais vous dire ma joie d'être ici en Guadeloupe, parce que sur cette terre de résistants, parce que vous avez été un exemple vraiment pour beaucoup de gens en métropole. Malheureusement, beaucoup n'ont pas eu votre courage, donc voilà, je voulais commencer par ça. Alors effectivement, il y a eu une expertise médicale qui a été ordonnée pour le dossier médical de mon épouse par le tribunal judiciaire de Paris. Première étape importante, c'est que le rapport, le juge a estimé que, compte tenu des éléments qui étaient fournis dans le dossier, c'est écrit dans l'expertise médicale, il était tout à fait envisageable que la maladie de mon épouse puisse venir du vaccin. Donc ça a déjà été une première étape importante il y a quelques semaines, quand on a découvert ça avec mon avocat qui est maître Ludo. J'ai rencontré les experts. J'avoue que ça a été un moment difficile, parce que vous avez face à vous des gens qui ne sont pas vraiment humains. J'ai pas eu le sentiment d'avoir en face de moi deux hommes qui avaient en face d'eux quelqu'un qui avait perdu un être cher. On peut dire qu'ils gardent peut-être leur distance par rapport à l'affaire et restent des Oui, distance, mais vous savez, j'ai entendu par exemple, finalement, au bout de quelques minutes, on s'est entendu dire avec l'avocat, peut-être que vous êtes là 10 ans trop tôt, voyez, et puis suivi derrière d'éclats de rire des deux personnes en face de moi. Donc là, je me suis dit, respire un grand coup, garde ton calme. Ils n'ont pas, en fait, ils sont déconnectés de la réalité, quoi, et de la souffrance qu'il peut y avoir dans les familles de victimes que je représente aujourd'hui, parce que c'est compliqué. La seconde étape, effectivement, hier, c'était important, alors que j'étais en Guadeloupe à 5h du matin, j'ai reçu un coup de téléphone de maître Ludo, m'annonçant une première bonne nouvelle, puisqu'on a eu donc le pré-rapport d'expertise. Et dans ce pré-rapport d'expertise, en fait, les experts ont rédigé que, en fait, Pfizer connaissait ce risque de maladie de Creutzfeldt-Jakob lié au vaccin. Et donc ça continue d'aller dans le sens où ce que je dénonce moi depuis des mois, que finalement mon épouse, elle allait très bien 15 jours avant d'être vaccinée, et que d'un seul coup ça s'est aggravé. Donc là, c'est reconnu, c'est-à-dire que les experts ont reconnu que Pfizer avait reconnu que la maladie de Creutzfeldt-Jakob était une des maladies possibles développées par le vaccin. Il y en a d'autres, il y a Guillain-Barré, il y a sclérose en plaques, la maladie de Charcot, une maladie terrible. J'ai eu il y a quelques jours un témoignage d'une famille où
une dame est en train d'avoir cette terrible maladie, et pareil, toujours après la vaccination. Donc moi, mon combat, vous savez, en fait, avant toute chose, j'ai voulu démontrer que dans mon quotidien d'accompagnant de personnes touchées par ces effets secondaires, il n'y avait pas que ce fameux bénéfice-risque, c'est-à-dire que tout de suite, on nous a dit oui, c'est le bénéfice-risque. Alors vous savez, c'est comme vous dire, bah, vous n'avez pas de chance, mais finalement, vous allez mourir, mais grâce à vous, d'autres vont vivre. C'est inacceptable, ça. Donc voilà. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est important parce que là, déjà, il y a une reconnaissance. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ça avec l'avocat. C'est-à-dire que là, l'avocat, pour prendre ces termes, il est ravi parce qu'effectivement, ce que les experts ont écrit, c'est très important. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus nous dire « non, vous êtes le méchant complotiste », comme l'avait déclaré Olivier Véran à l'Assemblée nationale, en disant, ce qui est extrêmement grave d'ailleurs pour un ministre de la Santé, et en plus neurologue de son État, de dire « le vaccin ne donne pas la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il ne le donnera jamais ». Apparemment, des études scientifiques, beaucoup sortent des articles justement sur des études scientifiques qui démontreraient par A plus B qu'il n'y a aucun lien entre la vaccination effectivement et la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Bah, en fait, si vous voulez, bien sûr, alors là où c'est embêtant, c'est que, vous voyez, par exemple, lors de cette expertise aussi, les experts devant moi m'ont informé qu'ils avaient fait des recherches et que sur l'année 2022, je crois, ils avaient trouvé 6 cas de Creutzfeldt-Jakob. Ce qui est très embêtant, c'est que moi, sur la même période, j'ai reçu environ une 50aine de témoignages de cas similaires à ma femme, tous après vaccination, je tiens à le préciser. Donc c'est une maladie, je rappelle, c'est 1,5 cas sur 1 million. Donc quand vous commencez à avoir ce genre de maladie qui se déclenche 15 jours après un nouvel événement, en l'occurrence une nouvelle vaccination, on ne peut plus se contenter de dire non, c'est pas possible. Surtout que, vous voyez, aujourd'hui, les mêmes qui vous disaient ce n'est pas possible, il y a un an, comme Delfrécy par exemple, vous disent bah, on s'est trompé. Donc je leur laisse le bénéfice du doute. Je pense que sur Creutzfeldt-Jakob, ils se sont aussi malheureusement trompés. Moi, j'ai répertorié, et ça a fait l'objet d'une étude par le professeur Luc Montagnier, 23 cas. Pour chaque cas, on a le dossier médical de chaque famille. Et tous les patients ont développé la maladie environ entre 10 et 15 jours après la vaccination. Donc ça, j'ai alerté à plusieurs reprises les autorités de santé. J'ai vu une représentante du ministre de la Santé il y a à peu près 3 semaines, à qui j'ai dit, j'ai à votre disposition ces cas. Parce que je l'ai alerté, je lui ai dit, vous savez, dans quelques années, vous ne pourrez pas dire, on ne savait pas, parce que j'aurais suffisamment quand même remué les choses pour que vous ne puissiez pas faire ce genre de réponse. Donc j'attends, une discussion est engagée. Entre-temps, malheureusement, il y a eu une nouvelle démission de ministre de la Santé, parce que visiblement, les ministres de la Santé, bah, ça tombe des arbres comme les fruits en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Donc j'attends. Sur les 2 mandatures, on est à 7 ministres de la Santé qui ont déjà défilé. A priori, ils font une année, voire 2, mais pas plus. Bah, je pense qu'il faut arrêter maintenant de vouloir mettre les gens dans des cases de soi-disant complotistes. Il y a eu de très grands médecins, de très grands professeurs comme le professeur Montagnier. Moi, je l'ai rencontré, il s'est occupé de mon épouse. C'est l'un des premiers à avoir parlé d'ailleurs des maladies à prions qui seraient causées effectivement bien sûr. Par le Covid et le vaccin Covid. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, si vous voulez, quand il a commencé à s'occuper de Morissette, 24 heures après, elle allait mieux. Et d'ailleurs, à tel point que quand je me trouvais devant les 2 experts, je leur ai dit, mais vous connaissez la forme que l'on connaît de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il n'y a pas d'amélioration possible. Et effectivement, là, ils en ont déduit qu'il n'y a pas d'amélioration possible. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'expertise aurait pu s'arrêter là. On aurait pu me donner une fin de non-recevoir, dire stop, c'est terminé, non, circuler, il n'y a rien à voir. Non, là, je suis heureux parce qu'effectivement, on a franchi une nouvelle étape. Et ce qui est important, c'est que les experts reconnaissent que Pfizer reconnaît que le risque existe. Mais un jour, vous savez, on viendra à étudier effectivement l'un des premiers rapports qui a été rédigé par Pfizer. Je suis sûr que beaucoup ne l'ont pas lu finalement, puisque beaucoup de nouvelles et de choses qu'on a apprises les 2 années précédentes étaient déjà inclus dans un des premiers rapports Pfizer. Je crois qu'il datait de 2021. Donc il y aura beaucoup de choses à redire dessus. En tout cas, on fera un débrief plus complet sur votre histoire et sur l'action que vous menez au sein de Vérity France. Ce sera dans le Focus à 19h.
Parlons maintenant de la municipalité de Sainte-Rose qui prolonge l'arrêté municipal interdisant la fréquentation de l'îlet Carrette. Menacé de disparition, le petit bout de sable est en cours de réhabilitation. Des opérations de plantation d'arbres sont en cours pour tenter de préserver ce qu'il en reste. Une mission de sauvetage difficile à accepter pour les coutumiers de la Plaisance qui continuent de se rendre sur l'île malgré les interdictions. Regardez. Concertation avec le Parc national, avec le Conservatoire du littoral, puisque nous travaillons ensemble, nous avons effectivement décidé de prolonger cet arrêté pour quelques mois. D'abord parce que nous avons remarqué des effets positifs sur le travail qui a été fait depuis ces 4 mois passés, puisque la végétation a repris du terrain, ce qui est quand même important, puisque nous parlons bien de préservation de l'île, puisque c'est bien de pouvoir dire que on tient compte de l'humain, c'est vrai, et nous avons des professionnels qui travaillent sur cette île depuis des années, donc nous sommes soucieux de cela, mais il est question bien de la disparition potentielle de cette île. Donc si nous ne prenons pas de disposition aujourd'hui, des mesures pour protéger cet espace-là, ce n'est pas seulement les professionnels qui vont être pénalisés, c'est toute la Guadeloupe, c'est tous les touristes, c'est tout le monde, puisque l'île va continuer à se dégrader et il va finir par disparaître. On a remarqué qu'initialement, la superficie de végétation était de 850 mètres carrés. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 1000 mètres carrés, donc on a un gain de plus de 150 mètres carrés. Ce qui est intéressant sur cette couverture végétale, c'est qu'on a le front de progression initiale qui a progressé, donc c'est tout ce qui est patates de bord de mer essentiellement. Et sur la partie érodée de l'île où il n'y avait plus de végétation, on constate le retour d'une végétation embryonnaire, stade plantule, qui elle est très fragile à ce stade. Et cette végétation-là a besoin d'un temps de calme plus important. L'accès et le débarquement sont strictement interdits sur l'îlet jusqu'au 15 janvier. Donc cela va être prolongé jusqu'au 15 juillet. Et donc, on rappelle également que la baignade est autorisée autour de l'îlet. Donc ce qu'on demande aux personnes concrètement, c'est de ne pas monter sur le sable, ni pour faire des photos, ni pour se balader autour, ni pour aller lire, essayer de lire ce qu'il y a sur les panneaux, comme on a pu entendre certains dire. Voilà, donc c'est vraiment l'accès et le débarquement qui sont interdits sur l'îlet. Ce n'est pas possible qu'ils ne respectent pas cet arrêté. On a trop vu pendant ces 4 mois des bateaux arriver, des personnes qui sont de la Guadeloupe ou d'ailleurs, et parfois lorsque ce sont des touristes, ils ne viennent pas seuls. Il y a bien quelqu'un qui les emmène. Donc il faut prendre des mesures pour faire en sorte que ces gens puissent respecter cet arrêté. Donc nous réfléchissons à plusieurs dispositifs complémentaires. Nous devons aussi faire des propositions de voir s'il y a une possibilité d'ajouter des bouées supplémentaires, peut-être pour le mouillage des bateaux autour de l'îlet, puisque on peut toujours venir autour et prendre le bain, mais ne pas débarquer. Et puis à côté de cela, il y a des mesures expérimentales aussi qui pourront être envisagées, qui nécessitent des autorisations, comme des pontons flottants autres. Ça, c'est des choses qui sont en prévision. En fait, toute une série de mesures pour protéger cette île. Et nous disons bien que l'idée, ce n'est pas de sanctionner quiconque, mais de protéger l'un des joyaux les plus magnifiques que nous avons dans cet archipel de Guadeloupe et qui doit pouvoir continuer à vivre pour les humains et pour les animaux et pour la faune. Essayez donc de faire preuve de patience avant qu'on se retrouve concombre sans graines. Et beaucoup de choses changent en ce début d'année, comme le Pôle emploi qui devient France Travail. Au-delà de la simple modification du nom et du logo, l'objectif du gouvernement est clair, à savoir atteindre le plein emploi grâce à cette agence. Et pour tenter d'y parvenir, France Travail renforcera ses collaborations avec ses partenaires que sont le Cap Emploi et la mission locale. On fait le point avec Fabrice Marie-Rose, directeur régional de France Travail Guadeloupe et Île-du-Nord. Effectivement, depuis le 1er janvier, donc, Pôle emploi est devenu France Travail. Nos missions évoluent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre engagement reste le même. Évidemment, on est toujours là, à la fois pour les demandeurs d'emploi et pour les entreprises ici en Guadeloupe. Alors en termes de mission, il faut que l'on soit clair. Les missions restent les mêmes. On a toujours une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement des demandeurs d'emploi, de conseil auprès des entreprises, d'assurer les recrutements pour les entreprises, d'assurer le versement de l'allocation chômage. Et effectivement, ce qui va être nouveau, c'est que nos missions vont être élargies, mais élargies au fur et à mesure. Parce qu'en fait, la réforme France Travail, c'est une réforme qui sera progressive. De maintenant, 1er janvier 2024, jusqu'à 2027. En fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va se faire avec le réseau, avec le terrain. Ça va se faire avec et par le terrain. Nous allons mener des expérimentations.
ici, en Guadeloupe, pour voir ce qui fonctionne, ce qui sera généralisé, pour faire en sorte de trouver les solutions localement. C'est vraiment l'objet de cette réforme France Travail, c'est être en capacité d'articuler l'ensemble des acteurs, les missions locales, Cap Emploi, évidemment travailler comme nous le faisons déjà avec l'État, avec le président du conseil régional, le président du conseil départemental, et faire en sorte que l'ensemble des acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle, eh bien qu'ensemble, nous ayons une véritable force pour la population et pour accélérer le retour à l'emploi. Le reportage de Maxime Morel. Et la tendance végane s'invite partout, y compris dans vos galettes des rois. Être végane, c'est supprimer tous les aliments issus d'exploitation animale, comme la viande, le poisson, le lait, les œufs et même le miel. De quoi fortement réduire sa consommation de pâtisserie. Mais c'était sans compter l'ingéniosité des artisans qui ne cessent de trouver des produits pouvant se substituer aux ingrédients un peu plus traditionnels. Nous avons fait un tour du côté de VG Délices, le reportage. Les galettes de VG Délices sont bien uniques puisqu'on ne retrouve aucun ingrédient d'origine animale. C'est 100% végétal, vegan aussi. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de beurre. C'est des galettes avec une pâte feuilletée maison mais faite avec de la margarine végétale. Et dans la frangipane, on ne retrouve pas d'œuf ou de lait. C'est uniquement aussi des ingrédients d'origine végétale. Donc du lait de soja, la poudre d'amande, de la margarine également. D'abord, on a la détrempe à faire pour le feuilletage. Il faut mettre à peu près 3 heures de temps pour une pâte feuilletée, pour qu'elle soit... que j'ai fait mes 4-5 tours, le temps de repos. La galette, quand elle est comme ça, il faut la donner un petit temps de repos aussi avant qu'elle passe au four. Sans quoi, tout va s'étaler, se disperser à droite et à gauche. Là, on détaille les disques de feuilletage, fait maison, pas industriel, pour pouvoir recouvrir nos galettes. Là, c'est de la crème d'amande vegan, totalement vegan, aucune matière animale. Là, on vient recouvrir. On évite de casser les bords parce que le feuilletage ne va pas se lever. Ok. Par ici, toujours, là, je suis en train de dorer, sachant que ce n'est pas des œufs, du jaune d'œuf comme pour les pâtisseries traditionnelles. Là, c'est du lait d'amande avec une pointe de curcuma. La galette industrielle, on ne connaît pas les produits qui sont à l'intérieur. Souvent, il y a beaucoup de produits chimiques. Tandis qu'avec une galette végane, on a nos produits locaux. C'est sans lactose, parce que c'est du vegan. Il faut bien rappeler que c'est du vegan. Et c'est des produits complètement naturels et contrôlés qui sont bons pour la santé. Donc, on peut s'y retrouver et avoir du plaisir. Quand je suis rentrée au pays, j'avais beaucoup de mal en fait à trouver quelque chose à manger à l'extérieur. Et je me suis dit, mais j'ai cette passion pour la pâtisserie, j'ai envie d'entreprendre, donc pourquoi pas monter une pâtisserie végane tout simplement. Et j'ai vu qu'en fait mes besoins coïncidaient aussi avec les besoins de plein d'autres personnes qui avaient aussi du mal à se restaurer à l'extérieur, soit des personnes qui sont véganes comme moi, soit des personnes qui font des allergies, donc que ce soit aux œufs, au lait. On a aussi des options sans gluten. Et l'idée, c'est d'offrir de la santé, de la gourmandise et aussi de promouvoir la bienveillance. Parce que du coup, qui dit vegan dit sans souffrance animale, respect de l'environnement. Donc, on se fait du bien et on fait aussi du bien à notre environnement. Des images gourmandes signées Michel Depape. Et on part maintenant pour la présentation de l'EDF Entreprise Challenge. 10 sociétés du territoire s'affronteront pour cette première compétition de foot mixte. Les images de Maxime Morel. La compétition va se dérouler du mois de janvier jusqu'au mois de mai, donc fin mai pour les playoffs. Alors ça se déroule en match aller-retour, donc c'est des poules composées de 5 équipes. Donc match aller-retour, donc les équipes se rencontrent 2 fois sur la période. Et ensuite, c'est les 2 premières équipes de chaque poule qui sont qualifiées pour la phase finale, pour les playoffs, et qui peuvent se disputer le titre pour cette première édition de l'EDF Foot Entreprise Challenge. Vous savez qu'EDF est partenaire des Jeux Olympiques Paris 2024 et EDF est également partenaire de l'équipe de France de football depuis plusieurs années. Et à ce titre, à ce double titre, notre objectif, c'est effectivement d'organiser une certaine émulation sportive autour du football sur l'ensemble des territoires et notamment ici en Guadeloupe.
Nous avons donc fait appel à un maximum d'entreprises. 10 ont répondu pour participer à ce challenge. Et donc, qui va être organisé des mois de janvier au mois de mai 2024, en amont des Jeux Olympiques, de façon à créer cette émulation autour des valeurs, qui sont les valeurs de l'entreprise, et notamment les valeurs de mixité, puisque dans chacune des équipes, on impose qu'il y ait à minima une femme. Ça permet aussi de faire ressortir la mixité que la Ligue guadeloupéenne de football milite pour ça. Et aussi, bien entendu, la cohésion sociale, la cohésion d'entreprise. C'est un bon challenge. Je pense que ça va être très bien. C'est la cohésion entre collaborateurs d'une même entreprise, la cohésion entre des salariés d'autres entreprises qui peuvent se connaître, et puis la mixité qui est une valeur forte de la compétition, puisque l'obligation des équipes est d'avoir dans le rang une joueuse qui donne le piment au challenge. Et l'objectif, encore une fois, c'est pas d'être ni champion du monde de l'EDF Entreprise Challenge, mais de passer un bon moment avec ses collègues. Et effectivement, s'il y a victoire ou s'il y a performance, ce sera la cerise sur le gâteau. Nous, on est un CFA, donc ça veut dire un centre de formation pour les alternants. Et forcément, ça nous paraissait très intéressant pour eux déjà d'être en contact avec des entreprises, mais sur un autre vecteur, sur celui du sport, la convivialité, et plus forcément que sur le terrain justement professionnel, chercher un travail, etc., une alternance. Là, on s'est dit que c'était une très bonne initiative et de faire découvrir ce monde du travail, mais autrement. D'ailleurs, on invite les autres entreprises qui ne sont pas encore inscrites à s'inscrire. Mais c'est vraiment un beau challenge EDF en partenariat avec la Ligue guadeloupéenne de football. L'équipe de France de natation est actuellement en Guadeloupe pour préparer les championnats du monde de Doha. L'île offre des conditions optimales pour l'entraînement à cette compétition qui se tient du 2 au 18 février prochain. En débrief avec leur entraîneur Pierre Bonpierre. Alors on est là aujourd'hui parce que nous recevons l'équipe de France de natation qui est en pleine préparation pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Et en fait, on le fait déjà à cette période-là parce qu'on a les championnats du monde à Doha début février. Donc on est là surtout en préparation pour ces championnats-là. Et on cherchait un endroit justement où il faisait quand même assez chaud et où la température de l'eau serait aux alentours de celle qu'il y aura aussi à Doha, vu qu'il risque de faire chaud, pour que les nageurs puissent déjà s'habituer à nager, à performer dans des eaux un peu plus chaudes que d'habitude. Nous, on est arrivés mardi dernier, donc après 10 jours de vacances, on avait fait une petite pause pour les fêtes de Noël et on a repris d'un coup de manière assez intensive. Donc il y en a qui préparent les championnats du monde. Nous, on a repris assez tôt pour bien se lancer dans l'année 2024 qui va être quand même assez intensif. C'est pour ça que nous avons conçu un bassin olympique qui est pratiquement achevé. C'est pour faire venir des nageurs de classe mondiale en Guadeloupe. Et c'est pour effectivement inciter les plus jeunes à venir à la natation et aussi avoir envie d'être champion comme ceux que nous recevons aujourd'hui. Écoutez, pour l'instant, tout va très bien. Les premiers jours ont été vraiment... L'accent a été mis un petit peu sur la récupération et essayer de digérer au maximum le décalage horaire. Et là, depuis mardi, on attaque vraiment un gros cycle de travail. Et pour l'instant, tout va bien. Ils montent en puissance tout doucement, les nageurs. Donc tout est bon. Franchement, ça fait du bien d'être là. On est bien mieux là qu'à Martigues pour ma part. Donc, parce qu'il fait chaud, on est bien. Les gens sont accueillants et puis la nourriture est super bonne. Et le cadre est quand même idyllique, quoi. Le bassin, il est vraiment bien. Et on pensait que l'eau serait chaude, mais franchement, non, ça va. On est bien dans l'eau, donc ça fait plaisir d'être là, quoi. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une information importante, à savoir que l'audience de M. Thierry Lambert prévue ce matin a été reportée au 8 janvier prochain. Son avocate, Maître Maritza Birnier, étant actuellement hors du territoire, le tribunal a statué en faveur du renvoi. La procédure engagée par ses ex-locataires, M. Melon et Mme Muguet, vise à leur permettre de récupérer leurs effets personnels restés dans le logement de M. Lambert à Lamentin. Parmi eux figure une BMW qui appartiendra à un pharmacien, je crois, un pharmacien ami du couple. En tout cas, le délibéré sera rendu le 9 janvier à 14h.
Une bonne soirée à vous, à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actu et je recevrai en première partie Marc Doyer, porte-parole de Verity France, une association qui se bat pour les victimes d'accidents vaccinaux lors de la période effectivement Covid. Ce sera la première partie. En deuxième partie, nous aurons Maître Lorenza Bourjac avec qui nous ferons un point sur l'affaire des grands frères et notamment celle de son client, Monsieur Didier Laurent. Ce sera donc de 19h30 à 20h. On se retrouve donc après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Joyce Gabot, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Perle de Caruquera, à Lydia Luce, bonsoir à Lina Wild, bonsoir à Marie Rouana, à Talia Mdor, bonsoir à Fabienne Médard, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Ril Bretonnoir, excusez-moi, bonsoir à Don Luciano, bonsoir et gros bisous à Jorka Saad, bonsoir à Lina Wild, je crois que je t'ai pas encore nommé, Jimmy, je sais pas si je t'ai déjà, bonsoir Jimmy, bonsoir Annie Curier, bonsoir qui d'autre est dans le débat là sur les infos. Magad Zopara, t'es un med. On va revenir sur certaines thématiques. Il faut que j'arrête de m'attarder sur les commentaires trop parce que vous ne ratez rien, ma parole. Bonsoir et on adresse beaucoup de force effectivement à Christophe Sinan, donc le beau-fils de Claude Jean-Pierre. On salue aussi Fatia Al-Kabellar qui se bat donc aux côtés de son compagnon Christophe pour obtenir justice dans le cadre de l'affaire Claude Jean-Pierre. Vous le savez, ça va faire 3 ans. Ça fait quand même 3 ans que cette affaire-là est en suspens. On ne sait toujours pas ce qu'il en est. Les gendarmes mis en cause n'ont toujours pas été traduits en justice. En tout cas, on se tient aux côtés de Christophe et de Fatia. Bonsoir à qui d'autre. Bonsoir à Patricia de Normandie. Bonsoir. Et bonsoir à Rasdom Xavier. Ce sera tout pour ce soir. En tout cas, on se quitte pour une page de pub et on se retrouve avec Marc Doyer, porte-parole de Verity France.